Bonjour à tous. Et bien pour continuer, cette semaine nous allons le faire avec un auteur que vous connaissez. On l'a déjà reçu à de nombreuses reprises sur notre antenne, c'est Jean-Paul Guinard. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Guillaume. Jean-Paul, cette fois-ci, vous venez non pas nous voir pour de la fiction, non pas nous voir pour des nouvelles, en tout cas pour tout ce qui se passait dans votre tête, mais plutôt pour une histoire familiale. D'ailleurs, ça s'appelle Une famille dans la tourmente, 1939-1945 à Martigny, c'est aux éditions Héraclite. En fait, c'est l'histoire de votre famille, Jean-Paul. Vous avez réussi à retrouver et à retravailler l'histoire de votre famille pendant la guerre. Tout à fait. Quand j'ai vidé la maison de mes parents, il y avait un coffre-fort, il bâillait. Et je me suis dit, il n'y a sûrement rien dedans, en tout cas, il n'y a pas d'objet de valeur, c'est pas possible. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai trouvé des papiers qui m'ont paru très intéressants. Je les ai mis de côté. On n'a jamais le temps de lire les archives. Surtout quand on vit d'une maison. Hein, absolument, surtout quand on vit d'une maison. Et puis, bon, ma femme, elle n'arrêtait pas de me tarauder en me disant, mais dis donc, il faudrait faire rapatrier ce coffre-fort à la maison, parce que d'abord c'est un bel objet. Je dis, bah, ça va être compliqué. Bon, on y arrivait quand même, je ne te dirai pas comment, parce que c'est toute une aventure. Il était au premier étage, bref. Et puis, quand il est arrivé à la maison, Véronique l'a nettoyé. Hein, elle a passé une éponge à l'intérieur, et elle trouve un rouleau de papier. Et elle me dit, je ne sais pas ce que c'est, je te le donne, je ne veux pas l'ouvrir, c'est à toi de faire la découverte. Et en fait, dedans, il y avait une maison qui était dessinée et plein de plans. Et c'est une maison que mon arrière-grand-père devait faire construire. Tous les plans dataient de 1914 et elle n'a pas été construite. Mais c'était vraiment un petit château, un manoir. Il devait être construit à Marcigny, à côté du cinéma actuel. Ok. Et bon, rien que ça, déjà, moi j'ai eu un choc. Quand j'ai trouvé ça, j'en ai parlé à mes parents, personne n'était au courant. Personne ne le savait. Il n'y avait plus la mémoire de cette maison qui devait être en construction. Alors, je continue de fouiller et je trouve un registre de mon grand-père. J'avais déjà été intéressé par le récit de l'exode de mon grand-père et le récit de l'exode de ma mère. Et j'avais entrepris de les comparer, parce que c'est complètement différent. Hein, l'exode de ma mère, c'est vraiment sur les routes, mitraillé par les Stukas, enfin bref. Et puis l'exode de mon père, c'est vas-y que je parte avec une voiture avec 11 personnes. C'était une Viva Stella, qui était une voiture énorme, qui faisait 18 litres au 100. D'accord. Et qui avait appartenu au président Lebrun. D'accord. Ah oui, donc, incroyable. Déjà. Voilà, rien que l'histoire de cette voiture, elle est folle. Voilà. Il y avait encore les vitres de séparation, tu vois, il y avait des strapontins à l'intérieur. Et elle avait été vendue par un garagiste qui s'appelait Corna, Marcigny, à mon grand-père. Parce qu'il avait famille nombreuse, donc il fallait quand même qu'il ait une voiture assez importante. Et puis, donc il est parti en exode avec cette voiture, et il fallait rapatrier en fait les enfants de son frère, qui étaient en France, et lors de l'invasion allemande, son frère lui a dit, écoute, je ne suis pas tranquille pour mes enfants, ils vont être en âge de partir, d'être recrutés pour la guerre, j'aimerais bien que tu me les rapatries en Argentine. Parce que donc à ce moment-là, son frère travaille pour Michelin en Argentine. C'est ça. Il est directeur, un des directeurs de Michelin Argentine. Et il venait de temps en temps à Marcigny, et il revenait de temps en temps, mais cette fois-ci, c'était un petit peu difficile parce qu'il ne pouvait pas s'embarquer à cause du blocus. Il y avait quand même des bateaux qui étaient régulièrement coulés par les sous-marins et même par des cuirassés de poche, hein, comme le Graf Spee par exemple. Je retrouve cette histoire dans le livre, enfin dans les écrits. Et mon grand-père a la mission de raccompagner donc les 3 enfants. Il se dit, on les raccompagne soit jusqu'à un port comme Hendaye, peut-être on passe en Espagne, et les voilà partis sur les routes avec des milliers de personnes qui passaient à Marcigny, parce que là, c'était les Luxembourgeois, c'était les Belges, etc. C'était un défilé permanent. Donc, il prend la voiture le plus tôt possible le matin. Il attend quand même que la banque soit ouverte pour récupérer le plus possible d'argent pour partir. Hein. Il dit au revoir à toute la famille, et il part avec ses 6 enfants, 5 enfants à l'époque, parce qu'il y en avait un qui était dans le ventre de ma grand-mère, et puis les 3 cousins, et la bonne, qui s'appelait Jeanne, hein, et donc il l'embarque en même temps. Avec comme objectif de mettre donc ses 3 neveux et nièces dans le bateau pour partir. Et lui, après, il souhaite revenir à Marseille. Ah bah bien sûr, oui, lui, il ne veut pas du tout, parce qu'il a la charge d'un magasin. Et ce magasin, il faut qu'il tourne, il faut qu'il nourrisse sa famille. Bien sûr. Alors il le laisse à son associé, qui était Paul Garel à l'époque. Et donc, pas trop de problèmes sur les routes.
Déjà, bon, il faut trouver un passage parce qu'il y avait pas mal de ponts qui avaient été dynamités. Mais il arrive quand même à traverser la France en diagonale. La plupart des routes sont encore en terre battue, donc des fois il fallait s'arrêter parce que c'était un petit peu difficile pour faire rouler la voiture. Et puis il arrive pas loin de Montrégeau, qui est dans les Pyrénées-Orientales. Et là, il y a un policier qui les arrête, un policier français, qui dit c'est pas peine que vous alliez plus loin. Maintenant, les Allemands sont partout. Et la guerre va se terminer d'ici peu de temps. Donc, il faut que vous vous arrêtiez ici. Et il n'est pas question que vous repartiez. Parce que les routes sont complètement encombrées. On ne vous laissera pas passer. Donc, il s'arrête dans un petit village qui s'appelle Montrégeau. Et là, il faut qu'il trouve un logement pour les 11 personnes. En tout cas. Voilà. Alors ça, c'est le début de l'histoire. Ensuite, il va y avoir toute une relation épistolaire entre les deux frères. C'est aussi ça, toute la force que vous avez réussi à retrouver. On va évidemment continuer d'en parler, de cette famille dans la tourmente. C'est le nouveau livre, ce n'est pas un roman cette fois-ci, le nouvel ouvrage de Jean-Paul Guinard aux éditions Héraclite. On continue évidemment d'en parler dans la deuxième partie du MAG sur Brunet TV. À tout de suite. Deuxième partie du MAG, vous êtes toujours sur Brunet TV, toujours avec notre invité Jean-Paul Guinard. Jean-Paul, vous venez nous présenter votre nouvel ouvrage, Une famille dans la tourmente. C'est l'histoire de votre famille, l'histoire de votre grand-père avec du coup votre papa qui était aussi dans la voiture, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines, où on doit traverser cette France. Alors effectivement, sur la première partie, vous nous avez raconté avec un tout petit peu de détails, il y en aura beaucoup plus évidemment dans le livre. C'est difficile de faire moins. Mais c'est ça. Mais c'est surtout que derrière, et c'est là finalement toute la force, parce qu'après on laissera découvrir toute l'histoire qui va se passer à nos téléspectateurs, mais c'est surtout la façon dont vous avez retrouvé toute cette histoire, c'est-à-dire que vous avez retrouvé les lettres que votre grand-père a envoyées à son frère en Argentine, mais surtout aussi, vous avez réussi à retrouver les lettres qui venaient d'Argentine, parce que tous les deux ont tout gardé. Et c'est ça qui est... Et ils faisaient tout en double. Alors c'est la chance d'avoir une maison qui est ancienne, parce qu'on ne jetait rien. Les greniers étaient pleins, il y avait la place, on stockait. Par contre, c'est des choses qu'on stockait mais qu'on ne regardait plus jamais. Ce qui fait que moi, mon grand-père, il m'en a jamais parlé. Même mon père ne savait pas la plupart des choses. Il était enfant, il avait 14 ans, donc ça lui passait au-dessus de la tête. Et en plus, tu n'en parlais pas. Mon grand-père ne lui a même pas dit qu'il partait pour faire l'exode. Il partait en vacances. D'ailleurs, pour eux, c'était des vacances pour mon père. Donc, l'histoire des lettres, c'est encore plus extraordinaire. C'est que dans ce coffre-fort, il y avait un registre, un gros registre, comme ces registres de comptes. Et mon grand-père écrivait les lettres qu'il envoyait à son frère en Argentine, et il gardait, il mettait un carbone et il gardait le double. Et je me suis dit, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est extraordinaire, ça va alimenter ce que j'ai à dire sur l'Exode. Je vais encore trouver des renseignements supplémentaires. Et je commence à les lire, en effet, je tombe en plein dedans. Ça commence par la mort de mon grand-père. Il envoie une lettre à son frère pour lui expliquer comment ça s'est passé. C'est de la littérature. Je te le disais tout à l'heure, ce sont des lettres qui se lisent, mais comme un roman. Il n'y a pas une seule faute. C'est vraiment limpide. Et avec une écriture encore lisible aujourd'hui. Et tout à fait lisible. Là aussi, l'écriture est tout à fait lisible. On la lit comme un livre. Et puis, après, commence donc 1939, les inquiétudes. 1940, les exodes, l'exode des Luxembourgeois, l'exode des Belges, etc. Et cette nécessité de faire tourner le magasin. Donc il doit constamment aller chercher de la fourniture à Lille, prendre l'avion. Il doit aller à Lyon régulièrement, alors la voiture, le train. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et donc, je me suis dit, c'est dommage que je n'ai pas les lettres de son frère. Parce que là, on aurait vraiment... oui, c'est ça, vraiment la relation. La relation. Et je me souviens qu'il y avait un petit paquet entouré de craft avec une petite ficelle, puis c'était marqué « Lettre de Jean ». Ouf, je me dis, bingo. J'ouvre ce paquet et c'était tout sur papier pelure, un papier très fin qui sert pour envoyer donc, par avion, toutes les lettres qui étaient en correspondance, et en plus ils les numérotaient. Parce qu'ils avaient trop peur qu'on ne s'y retrouve pas ou qu'il y en ait qui soient perdus. Bien sûr. Parce qu'il y avait la censure.
censure allemande, censure française. C'est ce que j'allais vous dire, ça veut dire aussi, moi en tout cas quand vous m'avez raconté cette histoire de l'aide, je me suis dit, mais ça voulait dire que pendant la guerre, on pouvait encore envoyer et recevoir du courrier de France à l'Argentine. Ah oui, mais alors ils cherchaient constamment des voies. Hein, tantôt c'était par bateau, tantôt c'était par avion. Ils cherchaient via États-Unis, via Dakar. Voilà, à chaque fois il fallait trouver une voie. Alors ils attendaient les lettres quelquefois 6 mois. Hein. Alors j'ai un paquet de lettres, il y a 200 lettres à peu près, mais il faut savoir que certaines sont quand même, il y en a qui se sont perdues, ça c'est certain, mais elles sont quand même des fois distantes, surtout en 1945, de plusieurs mois. Plusieurs mois. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, c'est absolument passionnant. On a envie de se plonger dans cette famille, dans la tourmente. Donc on est sur une famille de Marcilly, de chez nous. Et alors, pour aller aussi plus loin, hein, parce que il y a cet ouvrage-là où on va vraiment du coup rentrer aussi dans votre intime familial. Il y a eu aussi tout un travail qui a été fait par Mémoire Bryonnaise, oui. voilà, autour justement plus du magasin là cette fois-ci. Hein, et c'est complémentaire. Voilà, donc on vous renvoie aussi vers l'excellent Mémoire Bryonnaise. 52, voilà. 53 les numéros. Bon, ben voilà, donc en tout cas, courez-y là-dessus. Vous, Jean-Paul, on va pouvoir vous retrouver. Il y a beaucoup de dates. Ça va commencer les dédicaces au Carnet Spirale à Cherlieu. Ça sera vendredi et samedi. Non, ça sera le 20 septembre, donc dans un peu moins d'un mois. Ensuite, on se retrouvera les 26 et 27 septembre là, pour une exposition, projection photo, dédicace aussi, cette fois-ci à Marcilly. Et archives, évidemment, à Marcilly. On vous retrouvera les 10 et 11 octobre à la librairie du coin à Chauffaille. Puis ensuite, le 8 novembre, nouvelle exposition, projection, etc. Là, chez vous, pratiquement, à la bibliothèque de Fleury-la-Montagne. Puisque, à partir de novembre, un nouvel ouvrage arrive. Cette fois-ci, on rebascule dans la fiction avec Lignes brisées. Ça, vous allez venir nous en reparler à l'automne. Oui, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Voilà. Mais en tout cas, profitez de cette fin d'été et de cette reprise pour vous plonger dans cette famille, parce que finalement, quand on rentre autant dans l'intime, c'est aussi une histoire de France qui est présentée là-dessus, et surtout avec des choses qui sont très très rares, parce qu'on ne retrouve jamais tout ça normalement. Donc c'est formidable, ça a traversé 80 ans d'histoire. Merci beaucoup Jean-Paul pour le travail déjà que vous avez effectué, et ça va bien au-delà de votre famille, vraiment, c'est formidable. À très bientôt Jean-Paul. Merci Guillaume.